Bien, bonjour, je crois qu'on peut commencer, il est 10 heures à cette horloge, et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc je vais rappeler d'un mot le thème et la pratique du cours de cette année. J'avais décidé de centrer l'attention dans ce cours sur des mots qui ont pu avoir un sens très important pour les sociétés des XVIe et XVIIe siècles, qui sont l'objet de mon travail, au moins dans les plus récentes années, parce que derrière ces mots, évidemment, sont présents des notions, des concepts, des catégories. Et le premier de ces mots, j'espère qu'il y en aura d'autres, même si les démarches prennent parfois plus de temps et d'heures qu'on le pensait au début, c'est ce mot que j'ai écrit comme la fois dernière au tableau, qui est le mot de sprezzatura, mot italien. Pourquoi? Parce que dans cette première partie du cours, je voulais porter l'attention d'abord sur un texte, qui est le texte de Baltasar Castiglione, qui est le courtisan, le livre du courtisan, et qui a été publié dans sa première édition en 1528 à Venise. Et c'est un livre qui, on peut dire, à la fois a été un best-seller, immédiatement publié, republié, en italien d'abord, et ensuite un steady seller, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, des livres qui ont eu une longue vie, puisque les traductions se sont emparées du texte successivement en espagnol, en français et en anglais dans le cours du XVIe siècle, et que le livre a été réédité très durablement durant ces 3 siècles et durant ces 4 langues et ensuite d'autres. Donc l'histoire d'un texte, et quand je disais histoire d'un livre, peut-être que c'était déjà commettre une erreur, parce qu'un livre est plus qu'un texte. Évidemment, aujourd'hui, on a l'habitude d'acheter une édition et le livre correspond au texte. Vous lisez La Chartreuse de Parme ou un roman, et il y a une adéquation entre l'objet, le livre, et ce qu'il contient. Il n'en va pas de même au XVIe ou XVIIe siècle où le livre est plus que le texte de l'auteur, c'est-à-dire il y a d'abord toute une série de pièces que l'on appellerait préliminaires, qui peuvent être des dédicaces, des avis de l'imprimeur, des licences et privilèges, et dont l'importance est grande parce qu'elle peut situer le statut, le registre, la réception d'un texte. Et puis d'autre part, à la fin du livre, et cela aussi dans les livres modernes, au moins lorsqu'ils sont de savoir, on a des éléments qui ne sont pas ou plus le texte. Table, index, récapitulation. Donc il faut porter attention à cette distinction qui me semble importante entre l'histoire des textes qui a pu intéresser l'histoire des sciences, de la philosophie, de la littérature, et c'est tout à fait légitime, et en même temps le fait qu'étudier ces textes dans leurs livres successifs est d'étudier des variations, des différences dans l'ensemble de ces éléments qui vont donner pour le lecteur de la signification au texte. Donc, l'histoire d'un texte devenu de multiples livres. L'histoire d'une notion, donc celle de sprezzatura, et c'est le cœur même de ce cours, cette notion qui définissait une réalité fondamentale dans les sociétés d'Ancien Régime, c'est-à-dire l'art qui cache l'art, la manière de donner comme naturel, inné, spontané, immédiate, ce qui est un comportement ou un discours qui est en fait le produit d'un travail, d'une préparation, d'une pensée. Et donc, sprezzatura, pour Castiglione, et je vais bien sûr y revenir aujourd'hui, définissait cette réalité qui visait à donner comme sous les apparences, sous les espèces du naturel, ce qui était le résultat d'une peine, d'un travail. Et du coup, si je ne l'ai pas traduit immédiatement, c'est parce que le texte, le mot, d'une part, était un mot qui surprenait, c'était l'objet du cours de la semaine dernière en italien, formé sur l'idée du S privatif, sprezzare, qui veut dire ne pas donner de prix, ne pas attacher d'importance, puisque le S privatif en italien est comme une contraction de disprezzare, le contraire de prezzare. Prezzare, c'est attribuer de la valeur marchande, mais aussi valeur symbolique, et donc sprezzare, c'est le contraire.
c'est ne pas porter attention, ne pas donner de prix, faire les choses comme elles viennent. Et ce mot, on va le voir aujourd'hui, a posé problème à tous les traducteurs, puisque dans aucune langue il n'y avait un immédiat équivalent pour sprezzare ou sprezzatura. Il emploie quelquefois l'adjectif sprezzata ou sprezzato. La question est donc une question plus générale que j'ai essayé de traiter dans d'autres cours, c'est-à-dire l'attention qu'on doit porter sur les traductions, dans la mesure où les textes qui ont constitué pour nous un répertoire de références essentielles ont circulé, parfois des traductions sans que la langue soit transformée, mais des traductions parce qu'on traduit dans un genre un texte qui appartenait à un autre genre. Les adaptations au théâtre de très nombreux romans, à commencer par Don Quichotte, était un exemple favori dans ce cours des années précédentes de cet exercice. Mais évidemment, la traduction plus littérale, c'est-à-dire lorsqu'un texte passe d'une langue à l'autre, et qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui advient à ce moment-là, à commencer par des décisions lexicales, les mots qui n'ont pas, au moins dans la pensée des traducteurs, un immédiat équivalent, comment est-ce que l'on peut les traduire, et d'autre part, quel est l'effet sur le texte que produit la traduction. Et on verrait, que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais comment, jusque peut-être à la fin du XVIIe ou au XVIIIe siècle, il y a une recherche pour, non pas nécessairement traduire sprezzatura de Castiglione, mais pour désigner cette pratique qui vise à cacher l'art, à faire comme naturel ce qui a été acquis. Et dans des cours précédents, en étudiant le texte du jésuite espagnol Gracián, on voyait qu'il utilisait, lui, le mot de despejo, et en français, qui a été traduit depuis le XVIIe siècle comme le je ne sais quoi. Cette grâce qui accompagne tous les discours et toutes les actions, qui n'est pas en elle-même une qualité, mais qui est la manière d'exercer avec grâce toutes les qualités. Et alors, dernière remarque préliminaire, on pourrait penser effectivement que ces études sont des études peut-être très restreintes, très limitées, je le conçois. Ceci étant, il me paraît qu'on peut d'une part construire des propositions générales, des propositions d'analyse, des manières de travailler à partir de l'étude, non pas de discours très généraux, mais à partir de la pratique même de la recherche, donc à partir d'études de cas, d'études de textes, ou cette année d'études de mots, et que d'autre part, c'est sans doute une des singularités du Collège de France que de considérer que les cours ou publics sont non pas des synthèses générales dont on peut trouver la traduction dans des manuels ou dans des cours à l'université, mais des manières de montrer que la recherche est en train de se faire avec des hésitations, avec les instruments qui lui sont nécessaires et avec ces objets qui font, on l'espère, progresser la connaissance. Alors je reviens donc, après ce préambule, au livre du courtisan, rappelant que j'utilise la traduction qui en a été publiée dans ce format de livre de poche chez Garnier et Flammarion par Alain Ponce, et avec évidemment le contrôle constamment avec le texte italien, une des éditions en italien qui est très intéressante parce qu'il y a une préface dense de Amedeo Quondam et l'édition de Garzanti. Et puis pour les autres langues, je donnerai les références au fur et à mesure, puisqu'on peut maintenant accéder assez facilement à des traductions anciennes, françaises ou anglaises, grâce aux banques de données électroniques. Alors j'en étais arrivé dans cette analyse au moment où justement Castiglione introduit cette notion. Je vais reprendre ce passage parce qu'il va être comme le passage sur lequel tout se construit dans l'analyse des traductions. Il arrive à la discussion portait, vous vous en souvenez, sur la grâce qui doit accompagner toutes les actions, tous les discours, qui est nécessaire aux courtisans, puisque
la discussion qui réunit un certain nombre de courtisans de la cour d'Urbino apporté pour la première de ces conversations, la première de ces soirées sur comment pourrait-on former le portrait d'un parfait courtisan. Et le thème de ce qui définit un parfait courtisan, ce n'est pas simplement la naissance noble, et d'ailleurs certains des interlocuteurs discutent, ce n'est pas simplement sa capacité à être un guerrier, à manier les armes, à exceller dans les exercices corporels, mais c'est aussi la grâce avec laquelle il exécute toutes ces pratiques, tous ces comportements. Et donc il y a une interrogation, mais d'où vient cette grâce ? Et la réponse de celui des interlocuteurs, puisque le livre, si vous l'avez vu, ouvert, se présente comme un dialogue, donc presque comme une théâtralisation de la parole qui circule entre ces courtisans. L'un des courtisans qui est en charge de tracer ce portrait idéal par les mots du courtisan parfait distingue ceux chez qui elle est innée et ceux chez qui elle doit être acquise par un effort, par une étude, et toute la question devient de comment masquer cette étude pour faire que cette grâce ne soit pas besogneuse ou le résultat d'une attention trop visible, mais apparaisse comme naturelle. Et c'est là qu'il introduit le mot, et je cite la traduction française, mais sans traduire sprezzatura, puisque c'est l'objet même, je l'avais dit, du cours, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble valoir plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. C'est qu'il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation, affettazione, et pour employer peut-être, forse, un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine, fatica, et presque sans y penser. Alors, la discussion continue sur les manières d'étendre cette sprezzatura du comportement et du discours des individus à la peinture ou à la musique, et à la fin du chapitre, c'est des divisions modernes, du chapitre 28, la discussion cesse, se déplace sur d'autres objets que je vais mentionner, mais ils ne sont pas l'objet même du cours, mais ils sont très intéressants pour situer ce texte de Castiglione de 1528 dans un contexte plus large. La question qui surgit immédiatement, c'est la question de la langue, c'est-à-dire la langue dans laquelle le courtisan doit s'exprimer, problème déjà traité par Castiglione dans sa lettre de dédicace à l'évêque de Viseu au Portugal, et qui était que plutôt qu'imiter le toscan, qui était la langue à la fois des classiques, Boccace, ou le toscan contemporain, Castiglione disait qu'il préférait écrire dans son italien lombard. La question étant qu'évidemment, l'italien n'est pas unifié en ce début du XVIe siècle, et que si une des formes de l'italien, qui est cette la langue parlée ou écrite à Florence, a une tendance à devenir dominante, il y en a beaucoup d'autres. Et en particulier les manières de parler dans Lombardie, ce qui était l'origine géographique de Castiglione. On pourrait penser aussi aux Vénitiens ou à d'autres formes de l'italien. Et cette discussion sur la langue, la questione della lingua, est une question obsédante depuis la fin du XVe et le début du XVIe siècle, d'autant qu'elle a une traduction tout à fait concrète, c'est-à-dire que lorsque l'on publie au début du XVIe siècle les textes de Pétrarque ou Boccaccio, qui sont... est-ce qu'il faut, pour certains d'entre eux, les toscaniser, c'est-à-dire leur soumettre les règles, qui sont des règles à la fois graphiques, phonétiques, de la langue toscane. Alors on voit que la discussion va dans plusieurs sens, très, très intéressant, donc je vous invite à lire ces passages, même si je ne vais pas en faire l'analyse. C'est d'une part, est-ce que la langue parlée et la langue écrite doivent être équivalentes, ou est-ce qu'une distance entre elles est nécessaire ou supportable? Ensuite, est-ce que le toscan doit devenir l'équivalent
d'une langue italienne généralisée, ou est-ce que le respect doit être porté sur d'autres formes de l'italien, à commencer par ce lombard dont parle Castiglione? Et finalement, est-ce que les références que l'on doit utiliser pour parler ou écrire avec la plus grande correction sont des références figées, le corpus des trois grands auteurs, Dante, Pétrarque et Boccace, ou est-ce que la langue peut s'ouvrir à des néologismes, la preuve, sprezzatura, ou peut s'ouvrir à des mots étrangers qui deviennent comme naturalisés, acclimatés. Et donc, il y a là toute une discussion qui n'a rien de très original dans le texte de Castiglione, parce qu'à travers les interlocuteurs, elle reprend les enjeux les plus essentiels qui étaient dans cette question de la langue. D'ailleurs, à un moment donné, les deux personnes qui gouvernent cette conversation, et qui sont la duchesse d'Urbino et sa dame d'atour, Emilia déclare « Il me semble que votre dispute est désormais trop longue et ennuyeuse. » Donc il faut changer de sujet, ce qui est le propre de ces conversations lettrées et aristocratiques. Et du coup, on revient à cette question de la sprezzatura et de l'opposition entre la grâce que donne la simplicité de la sprezzatura et l'affectation qui est mentionnée à ce moment-là du texte comme pestifère. Et donc cette nouvelle discussion sur cette grâce que produit l'art caché qui la permet se déplace sur la discussion sur les femmes, qui va devenir un objet essentiel du troisième livre du courtisan, dans lequel, après avoir défini le parfait courtisan, la discussion tente de définir la parfaite femme de la cour, donna della corte. Et donc, du coup, déplacement sur les femmes avec la même tension, c'est-à-dire que le trop grand désir d'être belle se transforme en une forme d'affectation parce qu'il montre l'artifice. Et la sprezzatura, c'est justement cacher l'artifice pour que la conduite apparaisse comme naturelle. Et d'autre part, cette discussion se déplace aussi sur l'esprit du courtisan et pas simplement sur ses gestes corporels ou ses discours. L'intervention est la suivante. De cette manière, si l'on respecte cette élégance ou cette désinvolture dans les postures du corps, on évite et on cache l'affectation dont vous pouvez maintenant comprendre combien elle est contraire et enlève la grâce à toute opération, tant du corps que de l'esprit, duquel nous n'avons pas encore beaucoup parlé et qu'il ne faut pourtant pas oublier, car de même que l'esprit a beaucoup plus de dignité que le corps, de même il mérite aussi d'être mieux cultivé et orné. Et la discussion se déplace de ce courtisan bien né ou gracieux vers l'idée que ce courtisan parfait doit être aussi, bon, bien sûr, un homme de bien. Toute une série de catégories morales sont introduites, la prudence, la bonté, la force, la tempérance d'esprit, mais aussi qui doit être lettré. Et de là, un autre topos, un autre discussion très déjà usée, c'est qu'est-ce qui est supérieur, les armes ou les lettres. Et cette discussion est introduite par Pietro Bembo, un des participants de ces soirées, dont je rappelle, elles se supposent avoir eu lieu à Urbino en 1507, et donc elles sont rapportées 20 ans plus tard par Castiglione dans son livre qui, dit-il, n'était d'ailleurs lui pas présent lors de ces conversations, puisqu'il avait été envoyé par le duc d'Urbino comme ambassadeur en Angleterre. Alors Bembo déclare « Je ne comprends pas, comte, comment vous pouvez vouloir que ce courtisan, étant lettré et ayant tant d'autres vertueuses qualités, considère toute chose comme l'ornement des armes, et non pas les armes et le reste comme l'ornement des lettres. Ces dernières, sans avoir besoin d'autres compagnies, sont en dignité autant supérieure aux armes que l'esprit l'est au corps.
parce que leur activité appartient proprement à l'esprit, comme celle des armes au corps. Et du coup, on voit à la fois un portrait qui se commence du courtisan comme lettré, il doit être musicien, il doit savoir dessiner, il doit connaître la peinture, à défaut de peindre lui-même, et on voit aussi se mettre en place à travers cet échange de paroles le thème qui va durer jusqu'au XVIIe siècle de la supériorité des armes sur les lettres ou l'inverse. Et il y a dans Don Quichotte une grande discussion sur ce thème, évidemment, entre Don Quichotte et le chanoine. Le livre 1 va terminer avec l'arrivée du préfet de Rome, c'est-à-dire un neveu du duc de Francisco Maria della Rovere, et la question qui reste pendante, c'est de quelle manière le courtisan doit-il se servir de ses qualités et pratiquer ce qui lui convient de savoir. La traduction française utilise pratiquer, le terme italien c'est operare. Et du coup, la discussion est suspendue, elle est repoussée à une autre soirée, un des autres courtisans, pas celui qui a dressé le portrait du courtisan parfait, mais un autre, devant justement proposer des réponses à cette question, comment les qualités et les bonnes pratiques du courtisan doivent être liées, puisqu'on ne peut pas les séparer, puisque les qualités ne sont rien sans la manière de les pratiquer. Et le livre, ce premier livre, des 4 livres, autre sens du mot livre, c'est-à-dire des divisions du texte, se termine, je lis le passage en entier, parce qu'il est assez beau et donne une idée de la conversation comme jeu. Vous vous souvenez que c'est un jeu qui a des règles. Normalement, on ne doit intervenir que pour contredire ce qui vient d'être dit. Donc, ce n'est pas forcément une conversation qui renvoie, comme on aurait l'habitude ou la tendance de le dire, à ce que l'on pense. De la même façon que les gestes ne sont pas la traduction de ce que l'on sent, mais pour la conversation des règles d'un jeu de société, contredire l'autre, et pour les comportements, on y reviendra, des machines à produire des effets sur ceux qui les voient. Et de là à la sprezzatura, faire que paraisse comme naturel aux yeux de l'autre, ce qui a été en fait le résultat d'un labeur. Messeigneurs, dit Calmetta, qui est un autre des participants, puisqu'il est tard, il est bon de remettre à demain le reste du discours et d'employer le peu de temps qui nous reste à quelque autre passe-temps tout simple. Comme chacun fut de cet avis, Madame la Duchesse demanda à Madame Margherita et à Madame Costanza Fregoso de danser. Alors Barletta, un très présent musicien, un excellent danseur, et qui tenait toujours la cour en fête, commença à jouer de ses instruments. Et les dames s'étant prises par la main, après avoir dansé une basse danse, se mirent à danser una reorgase, avec une grâce extrême, et pour le plaisir rare de ceux qui les regardaient. Puis, parce que déjà un grand morceau de la nuit s'était écoulé, Madame la Duchesse se leva, et ainsi, chacun, ayant pris congé avec révérence, s'en alla dormir. Donc, à la fin du livre 1, je vais abandonner le commentaire de Castillon, rappelant simplement que le livre 2 est pour partie consacré à la question comment les courtisans doivent user, pratiquer ce qui lui convient, au sens de ce qui lui est obligé, ses qualités du corps et de l'esprit. Et une partie d'ailleurs de ce second livre est consacrée, toujours dans cet aspect ludique, l'aspect de jeu, à des facéties ou des plaisanteries. Et d'ailleurs, ça avait été une raison un peu d'effaroucher certains lecteurs, puisque le registre peut en être un peu léger. Le troisième livre est consacré au portrait idéal de la femme de cour. Et le quatrième livre, qui est peut-être la clé de l'ensemble, a la mission fondamentale du courtisan, c'est-à-dire d'être un conseiller avisé du prince. Et cet quatrième livre s'ouvre par cette construction de la figure du courtisan comme conseiller du prince. Donc ce prince qui était absent, puisque en 1507,
le duc, pour des raisons de santé, ne participe pas à ces conversations, mais qui est omniprésent puisque c'est à lui, pour lui, vers lui que se dirige l'ensemble de cette construction, fabrication du courtisan idéal. Et le texte se termine avec un passage de Bembo, qui est un passage platonicien sur l'amour idéal. Ce livre, donc publié en 1528 à Venise et à Florence en même temps, mais Castiglione avait envoyé le manuscrit à Aldemanus, le grand imprimeur de Venise, comme je le disais, est un best-seller puisque entre 1528 et 1533, il y en a 11 éditions en 6 ans, ce qui peut laisser penser que circulent en italien 15 000 exemplaires du texte. Il en admet de manière peu arbitraire, mais confirmé par des sources, que le tirage moyen d'un livre au début du XVIe siècle est peut-être 1250, 1500 exemplaires. En tous les cas, dans une fourchette qui est comprise entre 1000 et 2000 exemplaires. Et il va rester un livre de vente et de publication puissante durant tout le XVIe siècle. On compte entre 1528 et 1599, 59 éditions en Italie, et évidemment une majorité publiée à Venise, 48, soit par Aldemanus, soit par un autre imprimeur qui s'appelle Giolito, soit par d'autres imprimeurs que l'on va rencontrer. Le point intéressant pour suivre les transformations du texte dans ces différents livres est de voir que le statut du texte va se modifier en liaison avec la transformation de la matérialité même de l'ouvrage. Ce que je vais donner là est le résultat d'une recherche, puisque à l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie, il y a une collection, sinon complète, c'est impensable et impossible, mais du moins représentative de ces différentes formes d'édition du texte de Castiglione durant le XVIe siècle. C'est donc à partir de ce matériau que j'ai construit ce que je vais dire maintenant. Avec des éditions qui évidemment sont dispersées au fil de l'histoire éditoriale du texte. La première qui, je considère, 1541, c'est une édition à Venise des Fils de Aldemanus. C'est la 3e édition de l'atelier d'Aldemanus. Et le titre indique nuovamente stampato e con somma diligenza rivisto, nouvellement imprimé et avec la plus extrême diligence, le plus grand soin, revu. C'est une mention intéressante parce qu'elle est très fréquente sur les livres, non seulement italiens, mais à commencer italiens du XVIe siècle, et c'est un argument publicitaire. Le but étant de convaincre ceux qui ont déjà acheté une édition d'en acheter une seconde, ou ceux qui n'ont pas acheté de rencontrer là l'édition la plus parfaite, la plus achevée. Et sur de très nombreuses pages de titres des livres de la Renaissance italienne, on voit cette formule « con ogni diligenza corretto », corrigé avec le plus grand soin. Parfois c'est vrai, parfois c'est un pur argument de vente et le texte est resté ce qu'il était dans l'édition précédente. Mais cette édition de 1541 est intéressante parce on y voit la modification du format. La première édition de 1528 est un livre de cours, je pourrais dire, un folio très élégant, de grande marche, en caractère romain. Cette édition de 1541 introduit un format plus petit, plus maniable, le in octavo. Il introduit aussi la publication dans un caractère qui n'est plus le caractère de la première édition, mais le caractère de l'italique. Et
il marque une première forme de toscanisation de certaines graphies ou formes grammaticales. J'évoquais ce point la fois dernière. Suivre comment un même texte passe d'un format à un autre, et en particulier lorsque, ce n'est pas forcément la seule trajectoire, mais il passe du grand folio, qui est un livre à la fois de luxe, d'apparat, posé sur le pupitre ou sur la table, à des formats plus petits, c'est-à-dire maniables, portables, pratiquement comme des livres de poche, le in octavo, le in 12, pour certains même des formats encore plus petits, in 24. On a là une indication sur un rapport au texte et de possibles usages, c'est-à-dire le livre qui accompagne le voyage, la promenade, qui est un compagnon beaucoup plus proche que le folio que personne ne peut porter avec lui. Donc c'est une transformation intéressante. En 1546, il y a une autre édition de Venise, je ne parle que des éditions que j'ai pu consulter, mais qui renvoient finalement à l'histoire plus générale de la transformation du livre. En 1546, c'est un concurrent d'Aldemanus et ses fils, Giolito de Ferrari, qui publie le livre, et là encore, con somma diligentia revista, mais il ajoute con la sua tavola di nuovo aggiunta, avec sa table de nouveau ajoutée. Et il s'agissait d'une table des matières qui était faite selon l'ordre du texte, avec les thèmes qui se succédaient les uns après les autres, et qui avait été introduit dans une précédente édition de Giolito en 1541. Et ce texte de cette édition de 1546, qui donc donne un instrument pour entrer dans le texte pour quelqu'un qui ne va pas nécessairement le lire de la première à la dernière page, mais va rechercher à partir de la table des passages, des thèmes qui l'intéressent, est publié dans un format encore plus petit que cette édition précédente que je mentionnais, le format in12, particulièrement portable. On voit donc que vont de pair la réduction du format et la présence d'instruments de lecture qui permettent donc de lire thématiquement et non pas nécessairement dans une continuité où l'on suit l'ordre du texte. Et on voit qu'il y aura dans les années qui suivront une alternance entre les formats in octavo et les formats in 12, tout cela renvoyant simplement au format, à la nombre de fois dans lequel une page d'imprimerie, une feuille d'imprimerie, pardon, est pliée. Si la feuille est pliée une seule fois, vous avez un format in folio. Si elle est pliée deux fois, vous avez un format in quarto. Et un cahier in quarto comprend 4 feuillets et 8 pages. Si elle est pliée 3 fois, vous avez un format in octavo, etc. C'est donc à partir du pliage de la feuille d'imprimerie, qui reste à peu près toujours la même, que se définissent les formats. Et vous voyez que ici, mon livre est beaucoup plus petit qu'ici. Donc, il y a cette relation entre la matérialité de l'objet livre et l'usage ou la destination du texte. Troisième édition, consultée, 1547, Venise, toujours les fils d'Aldemanus, toujours ici octavo, mais on voit que les titres s'enflent pour multiplier les arguments de vente, puisque, et même dans un cas d'un livre où la demande paraît très forte, puisqu'il est réédité si souvent, il y a une âpre concurrence entre les éditeurs, d'autant plus que la très grande majorité sont des confrères ou des adversaires dans l'édition vénitienne. Ce livre de 1547, donc des fils d'Aldemanus, qui doivent répondre aux éditions de Giolito de Ferrari, tient 3 arguments dans son titre. D'abord, di nuovo ricontrato con l'originale scritto di mano dell'autore. De nouveau, alors le livre du courtisan, de nouveau rencontré dans l'original écrit de la main de l'auteur. Et c'est un thème intéressant qui avait été déjà employé
par Aldo Manus dans sa seconde édition, où il disait « selon l'exemplaire manuscrit de la main propre de l'auteur ». C'est un thème tout à fait intéressant, l'idée que la référence de l'édition imprimée se fait à ce que l'auteur a véritablement écrit, puisque la preuve, ce qui est utilisé comme copie pour imprimer le texte, serait le manuscrit de l'auteur. La main de l'auteur, scritto di mano dell'autore, est comme une garantie de l'authenticité, de l'exactitude du texte. Et ça rejoint certains thèmes de recherche que j'ai présentés ici sur la question du statut de la main de l'auteur. Pourquoi mettre en avant cette réalité qui très souvent n'est qu'une fiction? Et le cas ici est tout à fait une fiction, puisque, comme je l'avais expliqué la fois dernière, du livre de Castiglione, ce qui est déjà un cas exceptionnel, nous avons 5 manuscrits. Le premier est le seul, et qui était le premier état du texte, qui n'est pas celui que Aldo Manus a fait lui-même imprimer, celui-là seulement est de la main de l'auteur. Tous les autres manuscrits sont des copies faites par des scribes, et le manuscrit utilisé par Aldo Manus pour la première édition est évidemment une copie de scribe, avec bien sûr quelques interpolations de Castiglione, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit de l'originale scritto di mano dell'autore. Donc c'est une fiction, et c'est une fiction finalement qui n'a pas à être prouvée. C'est une affirmation qui doit donner garantie, authenticité au livre, et l'imprimeur-éditeur doit être cru ou non, mais on ne va pas au-delà de cela. Alors que, à partir du XVIIIe siècle, lorsque va changer la manière d'écrire, en particulier des livres comme celui-là, ou des livres entre fiction et morale, la main de l'auteur va devoir avoir une réalité beaucoup plus matérielle, c'est-à-dire la conservation, puis la circulation des manuscrits autographes écrits par la main de l'auteur. Et c'est pourquoi, à partir du XVIIIe siècle, dans un moment où ce qui va définir le régime d'écriture est la singularité d'un écrivain, son individualité, l'originalité de l'œuvre et finalement la propriété intellectuelle, là, les manuscrits autographes, qui subsistent pratiquement jamais pour les XVIe, XVIIe siècles, il n'y a pas un seul manuscrit littéraire, avec guillemets ou pas, autographe de Shakespeare, Cervantes, Molière, Racine, Corneille, etc., deviennent conservés par les auteurs, l'objet même d'un marché, et du coup entraîne une pratique qui est que pour des auteurs qui n'ont pas laissé de manuscrits, on va les inventer et la multiplication des faux. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on verra naître de multiples faux manuscrits autographes originaux, en particulier de Shakespeare dans le cas anglais. On voit donc qu'il y a bien la main de l'auteur dans ces deux moments, début du XVIe et XVIIIe siècle, mais que la relation entre cette affirmation de la garantie par le manuscrit écrit par l'auteur de l'exactitude de la publication n'a pas le même sens lorsque cette affirmation suffit, et d'ailleurs elle ne pourrait pas se prouver de manière concrète, empirique, et les moments où les mains d'auteurs vont multiplier les archives littéraires qui, à partir du XVIIIe siècle, vont être conservées pour arriver aujourd'hui dans la multiplication de ces archives littéraires dans tous les pays européens qui, évidemment, sont nourris essentiellement par des auteurs du XIXe ou du XXe siècle qui ont intériorisé cette idée de la conservation de leurs manuscrits écrits par eux-mêmes pour à la fois la garantie
du fondement de l'œuvre et d'autre part la postérité. Mais néanmoins, ici, première apparition de cette idée de l'original qui garantit l'exactitude supérieure de la nouvelle édition par rapport aux précédentes. Deuxième argument, con la tavola di tutte le cose degne di notizia, avec la table de toutes les choses qui sont dignes d'être notées, observées, ce qui était la table que l'on a vue, les matières par ordre d'entrée dans le texte. Et il ajoute, et en plus, dit più, avec une brève récapitulation des conditions, des qualités que doit avoir le perfait courtisan et la dame de cour, donna di palazzo. Et c'est-à-dire ici quelque chose qui est une liste des qualités par ordre alphabétique, de A jusqu'à Z, qui participent du portrait du parfait courtisan ou de la parfaite dame de cour. On voit donc qu'il y a trois arguments de vente, dont deux se réfèrent à l'utilité, le maniement du livre, la table des thèmes et la liste alphabétique des qualités. On pourrait continuer cette analyse qui va d'édition en édition, mais où, vous le voyez, se renforcent tous ces éléments que l'on peut appeler paratextuels, c'est-à-dire qui ne sont pas l'œuvre elle-même, mais qui l'entourent, qui la désignent, qui la rendent maniable, lisible. Je veux juste retenir deux autres éditions de ce parcours. En 1556, c'est un autre imprimeur de Venise, Cotto, qui entre dans cette compétition entre Giolito et les Alde, et Aldemanus et ses fils. Cette édition est intéressante parce qu'elle introduit le nom du correcteur. Con diligenza revisto, mais d'habitude on s'en tenait là, per Lodovico Dolce. Alors Dolce est un humaniste italien qui n'est pas un correcteur professionnel, mais qui a été employé par Giolito et clairement par d'autres imprimeurs, et qui avait laissé son nom dans une édition de Giolito de 1552 comme étant celui qui avait révisé le texte. Et l'édition dit aussi qu'elle a été faite sur l'exemplaire du propre auteur. Alors, on n'est pas aussi audacieux que de dire que c'est l'exemplaire manuscrit, autographe, mais c'est un exemplaire possédé par Castiglione. Le thème ici intéressant, c'est le processus d'édition des textes dans les ateliers des XVIe, XVIIe siècles, puisque, évidemment, le mot édition, qui est le seul que nous employons, en particulier dans les langues romanes, renvoie à deux réalités très différentes. Une réalité qui est celle de l'édition comme celui qui prend en charge les frais de la composition et de l'impression. Au cours des XVIe, XVIIe siècles, c'est soit un imprimeur-éditeur, soit un libraire-éditeur. Ce n'est que plus tardivement que l'éditeur comme tâche, profession, condition va émerger au XIXe et au XXe siècle. Et c'est ce qui donnerait le terme anglais de publisher. Et éditeur, c'est aussi établir un texte qui va être composé et imprimé, le sens anglais étant celui de editor, le mot anglais étant celui de editor. Et dans cette perspective, parfois les deux fonctions peuvent se unir, mais aussi on peut, comme l'a fait Anthony Grafton, suivre cette tâche et donc cette condition ou ce portrait des éditeurs, au sens de correcteurs, qui établissent, révisent, corrigent les textes, et c'est souvent soit des lettrés qui sont employés par les imprimeurs, soit certains humanistes qui
par amitié pour l'auteur ou par compétence, se charge de cette tâche. La dernière édition que je vais mentionner dans ce parcours, 1573, une autre édition à Venise, avec un autre éditeur, Comines, qui est un autre éditeur dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Deux innovations dans cette édition, reprises d'éditions antérieures. Mais la première, c'est les notes des mentions marginales imprimées. C'est-à-dire que c'était apparu dans une édition de Giolito de 1556. On met dans la marge, imprimé, un mot qui peut être comme un résumé des lignes qui lui correspondent, ou bien des notes explicatives. C'était une ancienne pratique, évidemment, de la culture du manuscrit, où le texte est au centre de la page et autour, vous avez cette série d'annotations marginales, et parfois d'ailleurs d'annotations aux annotations dans les manuscrits du XIIe, XIIIe siècle, dans le monde universitaire, cette structure d'emboîtement d'un texte qui parfois est réduit à quelques lignes, par exemple s'il s'agit du texte biblique, et puis autour de lui, des séries de gloses, et qui ne sont d'ailleurs pas seulement marginales, mais qui peuvent l'encadrer totalement. Le livre humaniste, le livre des fin 15e, 16e siècle, a voulu se libérer, comme on le sait, de ses commentaires pour retourner au texte même, les textes de la tradition chrétienne ou les textes des anciens. Et on voit réapparaître, lorsqu'il s'agit de rendre le texte plus maniable, plus utilisable, pour une lecture qui est une lecture qui va tirer profit de son exercice, on voit réapparaître des marginalia, comme on dit, des notes marginales imprimées avec le texte lui-même, soit sous forme de sommaire, très bref, un mot, quelques mots, soit sous forme de notes ou de références à d'autres textes. Et cette question a aussi beaucoup occupé les historiens, l'analyse de ces notes marginales, parce que si elles sont imprimées, elles définissent pour le lecteur un premier, comme s'il s'agissait d'un index à l'intérieur du texte. Elles définissent pour lui ce qui est à retenir thématiquement, voire ce qui est à retenir dans la pratique de lecture qui était dominante au XVIe, XVIIe siècle, qu'on appelle la lecture, enfin la technique des lieux communs, loci communes, c'est-à-dire que l'on lit pour extraire, on lit pour pouvoir recueillir et utiliser à son tour des phrases ou des passages particuliers d'un livre que l'on peut réutiliser littéralement ou sous une forme de paraphrase. Et le lieu commun, c'est cela. C'est ce qui, dans un texte, a une valeur si grande que cela mérite d'être signalé par l'éditeur dans la marge, copié par le lecteur dans ses cahiers de lieu commun et réutilisé dans ses propres discours. C'est donc cette tâche, cette manière de lire qui est impliquée et nourrie par la présence de notes marginales, puisqu'elle facilite ce travail. Thématiquement, le passage est déjà signalé et d'autre part, l'attention est attirée sur ce fragment-là du texte. Et dans son origine, cette technique entend marquer particulièrement les passages qui, dans un texte, ont une valeur universelle, sont des énoncés généraux qui peuvent s'appliquer à telle ou telle situation, mais qui en eux-mêmes ont quelque chose, un de nos collègues
Francis Goyer avait intitulé un livre remarquable sur ce thème, Le sublime du lieu commun, c'est-à-dire au XVIe siècle. Maintenant, si vous dites un lieu commun, c'est justement ce qu'il faut éviter, puisque c'est une formule complètement usée, rebattue, sans originalité. À la Renaissance, c'est tout le contraire. Le lieu commun est sublime, parce qu'il énonce la vérité la plus universelle, le principe le plus général. Alors, toutes ces annotations marginales imprimées se lient à cette technique de lecture. Mais il y a d'autres annotations marginales dans les livres anciens. Ce sont les annotations qu'ont laissées certains lecteurs. Et ça a pu être et c'est considéré comme une source très importante pour une histoire de la lecture, puisque la plupart des lecteurs n'ont jamais rien écrit à propos de leur manière de lire et de la manière dont ils avaient entendu les textes qu'ils ont lus. Donc les sources sont rares pour une histoire de la lecture. Elles peuvent être, lorsqu'il s'agit de lettrés, dans les lettres, les autobiographies, les mémoires, les journaux, et elles peuvent se trouver aussi dans les livres eux-mêmes avec les notes marginales manuscrites laissées par certains auteurs. Au fil de cette recherche, j'ai rencontré, mais sans l'avoir vu moi-même, que dans l'édition de 1541, dans un exemplaire de l'édition de 1541 de Venise, dont j'ai parlé, la troisième édition de l'atelier d'Aldemanus, un lecteur anglais qui s'appelle Henry Howard, qui était comte de Northampton, a laissé toute une série d'annotations marginales manuscrites en latin, en italien, en anglais, en grec. Et c'est un exemplaire qui est conservé dans une magnifique bibliothèque de Manchester, la John Rylands Library. Et sur le passage qui nous intéresse, en marge, dans une édition qui n'avait pas encore de marginalia imprimé en 1541, il a détaché sprezzatura, affectazione, comme s'il s'agissait de rubriques et en même temps de mots qui, pour lui, avaient un poids, une force, peut-être un mystère plus grand que beaucoup d'autres. Donc on voit qu'il y a là toute une histoire aussi des textes mis en livre qui est l'histoire des annotations marginales, puisqu'elles peuvent être du côté de la production du texte avec leur forme imprimée ou du côté de la réception du texte avec les annotations laissées par les lecteurs. Et on verrait une évolution, puisqu'effectivement, dans cette technique des lieux communs, qui est dominante pour les annotations marginales, soit manuscrites, soit imprimées à l'époque de la Renaissance, elle va ensuite s'effacer et reculer pour des annotations marginales plus personnelles, plus individuelles, des réactions du lecteur au texte, comme on verrait dans certains livres des bibliothèques universitaires aujourd'hui, lorsque le lecteur étudiant a mis stupide, insensé, ridicule, etc. Donc une réaction plus individualisée avec le texte lu. Le deuxième élément intéressant dans cette édition de 1573, lui aussi apparu avant, dans une édition de 1559, c'est la présence d'une vie de Balthazar Castiglione, une vie écrite par un humaniste italien, Paolo Giovio. Et ceci est intéressant puisque, là encore, ça peut être un objet de discussion, en particulier sur des thèmes que j'avais introduits, sur l'idée qu'à partir du XVIIIe siècle, on a non seulement, comme je le disais, un nouveau modèle d'écriture qui porte l'attention sur la singularité de l'auteur et non pas l'écriture en collaboration, l'originalité des œuvres et non pas l'invention dans l'imitation, et la propriété intellectuelle de l'auteur et non pas la seule propriété qui était reconnue préalablement, c'est-à-dire la propriété du libraire ou de l'imprimeur-éditeur. Et lié à cela, la main de l'auteur, garantie de cette singularité, de cette originalité et de cette propriété, et lié à ça aussi le développement d'un genre qui fait beaucoup de succès jusqu'à aujourd'hui, la biographie littéraire. Et donc, rencontrer des vies
d'auteurs auparavant pourrait paraître comme une manière de corriger cette affirmation. Je dirais qu'il n'en va pas tout à fait ainsi, parce que cette vie de Paolo Giovio, qui est introduite depuis 1559 dans des éditions, elle rentre dans le modèle des vies des hommes célèbres, des hommes illustres. Derrière, il y a un texte essentiel, les vies des hommes illustres de Plutarque. Et Paolo Giovio avait, dans un livre publié en 1546 à Venise, qui s'appelle Éloge des hommes savants, Elogia Doctorum Virorum, avait introduite des vies, bien sûr, d'hommes de guerre, des vies de princes et de papes, mais aussi des vies d'artistes. Il y a une vie de Raphaël qui est souvent citée, de Paolo Giovio, parce que c'est un des premiers textes de ce type, et puis la vie d'un certain nombre d'écrivains, dont Castiglione. Donc, l'homme est présent dans l'œuvre à travers cette vie. Mais la différence avec le modèle de la vie, la biographie littéraire du XVIIIe siècle est grande. La première différence, c'est une différence sur la question de ce qui intéresse l'auteur. Ce sont les positions finalement politiques ou diplomatiques de Castiglione. Il discute en particulier ce problème délicat qui a été pour Castiglione, qui avait été nommé nonce pontifical à la cour d'Espagne, c'est-à-dire à la cour de Charles Quint, le sac de Rome en 1527, et qui donc était un affrontement direct entre le pape qu'il avait nommé nonce et l'empereur auprès duquel il se trouvait en Espagne. Et cette difficulté est discutée par Paolo Giovio dans sa biographie. Ce qui est aussi un trait remarquable, c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport établi entre les œuvres écrites par Castiglione et sa propre vie. Il le loue comme un poète élégant en italien, et puis il mentionne bien sûr le livre du courtisan, mais sans qu'aucun lien soit établi entre l'expérience de l'auteur, la vie de l'auteur et l'écriture de ses œuvres, ce qui est tout à fait différent dans les biographies littéraires du XVIIIe siècle et ensuite, dans lequel il y a comme en parallèle les expériences de l'individu, ses malheurs, ses souffrances, ses plaisirs, et les œuvres qu'il produit. Parce que dans ce modèle-là, on pense que la littérature s'écrit avec le cœur, avec l'âme, avec l'expérience, avec la douleur, une relation immédiate, ce qui entraînait d'ailleurs comme conséquence la nécessité pour des œuvres dont on ne savait pas nettement dans quel ordre elles avaient été composées, de les remettre dans leur chronologie pour qu'elles soient en relation avec la vie, avec le déploiement du génie de l'individu. Ce qui n'est pas le cas dans les vies de la Renaissance, pas plus les vies écrites par Paolo Giovio que les vies fameuses de Vasari, qui a écrit les vies des artistes, des peintres, des sculpteurs de la Renaissance. On n'établit pas une relation entre la vie et l'œuvre, l'homme et l'œuvre, comme on écrivait fréquemment, entre les expériences et l'écriture. Et c'est ce qui fait la différence entre ces vies et les biographies littéraires du XVIIIe siècle. La vie de Paolo Giovio va demeurer la vie présente dans les éditions du Courtisan jusqu'en 1584, où dans une autre nouvelle édition à Venise, une nouvelle vie est écrite par Bernardo Marliani, beaucoup plus développé. Le texte de Paolo Giovio est très bref. Celui-là est infiniment plus développé, mais on y retrouverait les mêmes traits. Il commence par une très longue histoire généalogique de la famille des Castiglione. Il poursuit avec un portrait de Castiglione, qu'il a établi un rapport entre l'homme et l'œuvre, mais de la façon suivante.
le parfait courtisan serait incarné par Castiglione. Et donc, du coup, finalement, ce que serait le livre, ça serait pratiquement un autoportrait. Donc, il y a comme une identification entre Castiglione, l'homme qui incarne le texte que Castiglione, l'auteur, a écrit, et cette biographie reste fondamentalement politique et diplomatique, avec un souci qui n'était pas celui de Paolo Giovio, de montrer que malgré les drames de 1527, le sac de Rome par les armées impériales, Castiglione était resté fidèle au pape et à celui qu'il avait nommé non sans en Espagne. Et c'était l'édition de 1584 est aussi intéressante parce qu'elle a été révisée et corrigée par un correcteur que l'on connaît, Antonio Ciccarelli di Folgo, parce que à ce moment-là, on est dans la période dans laquelle la réforme catholique devient plus suspicieuse par rapport aux textes considérés comme hétérodoxes ou hérétiques. Et beaucoup des textes, les textes qui sont entrés dans Rome par un voyageur, par exemple Montaigne en 1581, ou les textes qui sont imprimés dans Rome, doivent être contrôlés, soumis au maître du Sacré Palais qui a un peu le rôle de censeur. Et le texte de Castiglione n'est pas soustrait à ce contrôle et il y a effectivement un examen du texte de Castiglione pour ses prochaines éditions ou rééditions romaines. Et on n'a pas le texte de l'examen, mais clairement, on peut comprendre à partir des modifications introduites dans l'édition de 1584 sur quoi il portait. D'autant qu'on pourrait le lire en parallèle avec, c'était un séminaire que j'avais fait il y a quelques années déjà, sur la manière dont Montaigne, les essais de Montaigne, sont soumis aux mêmes procédures. Montaigne va à Rome en 1581, il rencontrait le pape, et il apporte avec lui un certain nombre de livres, dont un exemplaire de ses propres essais publiés l'année d'avant, en 1580. Tous ces livres sont confisqués, ils sont examinés par la censure romaine et les censeurs romains, et ils ne sont pas mis à l'index. Les essais ne seront mis à l'index qu'à la fin du XVIIe siècle, pas au XVIe siècle, mais néanmoins, il y a toute une série de recommandations dont d'ailleurs on voit que Montaigne les suit assez peu lorsqu'il réédite l'année suivante, 1582, les essais. Mais parmi ces recommandations, et qui portaient aussi sur le livre de Castiglione, il y a le refus par la censure romaine du mot fortune, qui était omniprésent dans tous ces textes. Parce que la fortune, c'est le hasard, il n'y a pas de hasard dans une théologie de la providence. Tout est le résultat de la volonté de Dieu. Et donc employer le mot fortune, ce qui était un mot très, très fréquent chez Montaigne et aussi dans Castiglione, est suspect. Et on voit que Montaigne ne va pas tellement tenir compte dans sa réédition, mais lui, il ne publie pas à Rome, donc il est un peu éloigné de cette censure. Mais dans l'édition de 1584 de Castiglione, le mot fortune a été le plus souvent édulcoré ou supprimé. Et puis il y avait un deuxième problème avec Castiglione, qui était que la fin du quatrième livre, c'est-à-dire ce discours de Bembo sur un amour platonicien qui n'était pas strictement dans l'orthodoxie catholique, réaffirmée avec force à la fin du XVIe siècle, dans les années 80. Et là aussi, on voit que le texte a été édulcoré, remanié de façon à ne pas paraître excessivement à distance de la morale chrétienne. Donc voilà l'histoire que je vais terminer là pour faire notre petite pause habituelle entre les deux parties, qui était l'histoire avec les transformations
de la mise en livre du texte de Castiglione. Et vous voyez que l'on peut, à partir de détails, les mentions sur la page de titre, les textes index, tables qui accompagnent un texte, le contexte de la publication et en particulier la transformation des formats. On peut construire un certain nombre d'hypothèses sur le déplacement du texte. Une fois Pierre Bourdieu avait écrit un texte change non pas parce que sa lettre change, mais parce que le monde change, c'est-à-dire les appropriations, les possibles interprétations sont transformées par les attentes des lecteurs, mais entre ce texte qui est immuable et ces attentes qui sont historiques, il y a des chaînons intermédiaires qui sont les manières dont ces attentes sont devancées par les éditeurs, les imprimeurs ou libraires éditeurs, sont facilitées par les instruments ou les formats qu'ils donnent aux livres. Et c'est dans cette perspective-là qu'il me paraît important de comprendre que l'histoire des textes et l'histoire des livres sont évidemment intrinsèquement liées, mais ne sont pas identiques. Donc on fait une petite pause de 5 minutes, comme à notre ordinaire. On peut reprendre vers 11h10, et je vais rentrer dans une autre partie qui est justement se mettre à la place des traducteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Sprezzatura ?